Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Histoire en série où nous recevons aujourd'hui Victor Feignière. Bonjour Victor. Bonjour. Donc, vous êtes doctorant en histoire contemporaine à l'université de Caen, Normandie. Vous vous intéressez à la mise en fonction de l'histoire, principalement dans les séries télévisées, et à la transmission de l'histoire sous forme fictionnelle. Alors, après un mémoire sur la série Rome, donc un mémoire de master, c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, vous l'aviez intitulé Une fiction historique entre références et recherches historiques, la série Rome. Vous prolongez aujourd'hui vos recherches à travers une thèse qui, pour l'instant, est intitulée Créer une histoire et raconter l'histoire dans les séries télévisées, la Grande-Bretagne post-Première Guerre mondiale, dans Downton Abbey et Peaky Blinders. D'ailleurs, c'est à ce titre Peaky Blinders, vous étiez chez nos amis de Paroles d'Histoire, où André Loez vous avait reçu pour, je crois que c'était le numéro 104 de son podcast, où vous aviez présenté cette excellente série britannique. Voilà, alors aujourd'hui on va changer d'époque, on va repasser dans l'Antiquité, et vous allez nous présenter une série qui est un peu plus ancienne, qui avait beaucoup fait parler d'elle en son temps, qui est la série Rome. Alors, dites-moi merci beaucoup pour l'invitation. De rien, avec plaisir. Dites-moi un petit peu, pour remettre peut-être, je ne sais pas, il y en a qui ont dû peut-être oublier cette série, est-ce que vous pourriez la représenter un petit peu, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors, Rome, donc c'est une série d'HBO du milieu des années 2000. La saison est diffusée en 2005 et la seconde en 2007. Donc c'est 2 saisons, au total 22 épisodes. Et donc comme on l'évoquera, il y a eu pas mal de retournements de situation autour de cette série, pas mal de choses qui se jouaient, donc elle intervient un tout petit peu après Deadwood, et en fait elle s'inscrit dans cette sorte de milieu des années 2000 avec pas mal de séries historiques et une sorte de résurgence de l'histoire dans les fictions à ce moment-là. Et donc pour son scénario, la série s'intéresse donc à la Rome antique, notamment et principalement de la fin de la République romaine. Donc la série commence environ en 52, c'est assez peu clair au niveau de la chronologie, mais si on prend un peu les événements les plus anciens qui sont présentés dans la série, donc les plus anciens sont en 52 avant Jésus-Christ, et la deuxième saison finit aux alentours de 27, également c'est un petit peu flou dans la chronologie, toujours avant Jésus-Christ. Oui, donc on est à peu près à la fin de la République romaine au tout début, et ça se termine aux alentours de la prise du pouvoir d'Auguste du Principat. C'est ça, tout à fait. Donc la série en fait s'attarde sur les différentes luttes entre les différents protagonistes de cette fin de la République. Donc tout d'abord Pompée et César, ensuite Marc-Antoine qui a une place très importante dans la série, Pompée et César également, jusqu'à la mort de Pompée. Et ensuite on va avoir la mort de César qui va clôturer et faire la jonction entre les 2 saisons. Et ensuite, la lutte fratricide entre Marc-Antoine et Auguste, à l'époque Octavien, pour le contrôle de la République romaine et puis l'instauration d'un empire. Et ce qui est intéressant avec la série, c'est justement qu'on a à la fois donc ces grandes figures que je viens de citer, et également des anonymes du peuple, et on peut suivre en fait à travers ces parcours de vie les impacts de ces grandes décisions politiques, de ces grands événements, de la guerre des Gaules, les différentes guerres entre les princes, sur la vie des citoyens de la ville romaine. Et du coup, c'est vraiment le titre de la série correspond véritablement à ce projet. La vie de Rome à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors justement, on va y revenir après. Ce qui était intéressant, c'est de mêler, vous l'avez dit, dans cette série, des personnages fictionnels avec des personnages de la grande histoire. Ça a été à mon avis, un des partis pris très importants des showrunners, en particulier John Milius. Tout à fait. Et ces showrunners, qui sont nombre de 3 hommes autour du projet. Donc, comme vous l'avez évoqué, John Milius, qui est probablement le plus important des 3, parce que quand il propose ce projet à HBO,
Il a déjà scénarisé Les Dents de la Mer, scénarisé Apocalypse Now, scénarisé et réalisé Conan le Barbare, donc quelqu'un qui est reconnu pour son travail à Hollywood. Mais c'est également un personnage très haut en couleur. Une petite anecdote que j'aime toujours citer quand on parle de John Milius, c'est que le personnage de Walter Sobchak dans le film des frères Cohen, Lebowski, c'est en fait tout simplement John Milius et ses différents propos sur le Vietnam, son port d'armes, etc. C'est véritablement ce personnage-là. Donc un personnage très... Et c'est pas anodin importance dans la série, des vétérans, des traumatismes de guerre et des conflits. Les autres hommes autour du projet, donc c'est William G. McDonald, qui n'a pas fait grand-chose d'important avant ou après la série. Il s'est vraiment concentré sur ce projet-là. Et donc il portait avec John Milius, depuis 5-6 ans en fait, ce projet d'une série qui couvrirait la fin de la République romaine. HBO n'était pas forcément tout à fait partant pour le projet au départ. Et en 2004, finalement la chaîne donne le feu vert. Et associé aux deux hommes, Bruno Heller pour showrunner la série. Et Bruno Heller, on le connaît ensuite pour le showrunning de la série Mentaliste ou encore de Gotham. Et donc il a continué après Rome à réaliser et showrunner plusieurs séries. Et donc cette série, en son temps, j'allais dire, il y a quand même maintenant une bonne quinzaine d'années, elle avait marqué les esprits, en particulier par ses décors qui étaient absolument somptueux, sa production, vous l'avez dit, des chiffres faramineux pour l'époque. Bon, ça a été dépassé depuis par Game of Thrones, mais enfin, il y a eu déjà là un premier vraiment série très importante. Tout à fait. Donc déjà, c'est une coproduction de 3 chaînes. HBO, la BBC2 et la RAI, donc la chaîne nationale italienne, pour les diffusions. Au niveau des financements, j'ai pas trouvé véritablement d'informations, mais donc c'est vraiment une coproduction entre HBO et la BBC. Et ce sont les plus grands décors de l'histoire. Donc encore maintenant, en fait, les décors sont visitables au studio de Cinecittà et ils sont probablement encore les plus grands décors pour des films. Donc là en l'occurrence pour une série, et en fait ça a été dès le départ des arguments marketing. Les producteurs étaient expliquant en interview que les décors de Rome étaient bien plus grands que ceux de Troie, donc qui étaient sortis un petit peu avant, et donc ça a toujours été ce genre d'arguments qui ont été mis en avant. Au niveau du budget, c'est également tout bonnement gigantesque, parce que c'est $100 millions directement pour la première saison. Gladiator, qui est sorti en 2000, c'est $100 millions pour le film entier. Donc là, la série, c'est vraiment la plus chère de l'histoire à ce moment-là. Et avec les différents dépassements de budget, on estime à environ 120 millions pour la première saison, donc c'est vraiment pas anodin. Et en fait, ce sera dépassé seulement par une autre coproduction de la BBC2 de la BBC et de HBO, donc la série The Pacific, qui est donc la deuxième saison plus ou moins de Band of Brothers. Et donc une production avec Tom Hanks, Steven Spielberg, donc aussi des moyens très différents, mais donc ça va être la première série qui va égaler le budget. Et pour Game of Thrones, en fait, les budgets sont certes supérieurs, mais si on prend en compte l'inflation, Rome a des budgets en fait supérieurs même aux dernières saisons de Game of Thrones. Ça permet vraiment de se rendre compte que c'est un projet tout bonnement titanesque pour les chaînes, et un projet vraiment d'envergure. Alors, ce qui a été aussi à l'époque un pari, j'allais dire, des showrunners, ça a été de remettre un petit peu en scène, on va dire, un genre un petit peu mis de côté depuis les années 70, c'était celui du péplum. Tout à fait. Et toujours dans cette volonté de projet vraiment ambitieux, c'est la première série anglophone tournée uniquement dans un pays non anglophone. Ils voulaient se rapprocher des décors originaux de Rome, et donc en fait, toute la série est tournée principalement à Cinecittà, donc dans les studios de Cinecittà. Et donc pour un petit historique des péplums, à la fin des années 70, donc avec le désastre qui a été le Cléopâtre de Mankiewicz, on assiste à une disparition pratiquement complète des péplums au cinéma. Et il faut attendre 2000 avec donc le film de Ridley Scott, Gladiator, pour avoir une résurgence du péplum. Et ensuite, dans les années 2000, il y a eu beaucoup de films qui se sont
qui ont été des péplums. On peut penser à Troie, on peut ensuite penser après Rome à 300, on peut penser à Exodus même encore après. Donc il y a vraiment cette mode qui est revenue. Et ce qui est intéressant, c'est que le péplum, ses origines, ça a été justement de concurrencer la série télévisée. Vu que la série télévisée s'investissait dans les foyers, était dans le quotidien, il fallait des grosses productions au cinéma, des grands décors, des grands événements, des grands combats, etc. pour justifier d'aller au cinéma. Et donc Rome reprend ça à sa sauce pour en faire une série. Et donc c'est aussi cette récupération du péplum comme quelque chose de cinéma pour en faire quelque chose de quotidien qui est très intéressant dans le projet de la série. Alors justement, c'est une série, vous l'avez dit, très ambitieuse. Je crois que tout ne s'est pas passé quand même dans le tournage comme c'était prévu. Il y a eu de nombreuses mésaventures. Tout à fait. Donc comme je l'expliquais, entre le dépassement de budget pour la première saison de 100 millions à 120 millions, déjà on voit quelques problèmes. Et le projet original devait faire 5 saisons, c'est-à-dire qu'elle devait commencer donc avec la reddition de Vercingétorix et finir avec la mort d'Auguste pour vraiment montrer la transition entre la République romaine et l'Empire. Finalement, dépassement de budget, problème de production, il n'y a eu que 2 saisons. La deuxième saison se conclut également très rapidement, alors que la troisième saison devait être Marc-Antoine en Égypte pendant une dizaine d'épisodes, donc quelque chose qu'on n'aurait jamais vu au cinéma, parce que généralement on se concentre simplement sur la phase de Marc-Antoine avec Cléopâtre, mais en fait il a été 10 ans en Égypte, il a fait différentes campagnes militaires contre les Parthes, il voulait étendre l'Empire, etc., donc des choses qui sont très importantes au point de vue de l'histoire romaine, mais qu'on n'a jamais vu au cinéma, et donc normalement ça aurait dû se concentrer là-dessus. Finalement, donc il y a eu ces problèmes de production, il y a eu un incendie, il y a eu également une inondation, et donc une partie des décors a été détruite, et au vu des immenses sommes engagées et malgré un bon succès public, assez peu de rentabilité du projet, il a été décidé de l'arrêter en cours de saison 2. Donc cette série ne sera pas allée au bout, pourtant elle a quand même relativement bien fonctionné, elle a marqué l'histoire des séries en tout cas. Alors je pense aussi qu'elle a marqué l'histoire des séries parce que elle s'intéresse, vous l'avez dit à l'introduction, à des personnages centraux de l'histoire romaine, mais surtout les 2 principaux personnages, ce sont des personnages fictionnels, fictifs. Alors est-ce que vous pourriez les présenter ? Alors justement, c'est tout ce jeu de la série entre fictif, historique, et donc les 2 personnages qu'on peut qualifier vraiment de principaux sont Titus Pulo et Lucius Vorenus. Et donc quand on dit qu'ils sont fictionnels, bien sûr, mais en fait ils sont historiques. C'est-à-dire que ce sont les 2 seuls centurions qui sont cités dans la guerre des Gaules de César, donc plus précisément le livre 5, et ce sont les 2 seuls centurions qui sont nommés dans ce livre. Et César donne très peu d'informations sur eux, simplement que ce sont 2 centurions qui rivalisent de bravoure pour essayer d'être le soldat le plus valeureux. Et la série décide d'utiliser ce clin d'œil historique pour ensuite en faire quelque chose de tout autre. Donc les 2 personnages ne sont plus des centurions, seulement Lucius Vorenus en est un. Pulo est un simple légionnaire, ce qui permet également en fait à la série de montrer à travers ces 2 personnages beaucoup d'opposition. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage d'un gradé dans l'armée, ce que ça implique. On va suivre le destin d'un simple légionnaire, donc également cette différence d'échelle, ce que ça implique à une échelle un petit peu inférieure. Également, ces 2 personnages vont être complètement opposés sur absolument tous leurs opinions politiques. Vorenus se construit comme un catonien, donc à la fois dans le sens contemporain du terme, donc quelqu'un qui va être sage, sévère, rigide, mais également dans le sens historique, c'est-à-dire quelqu'un qui va défendre la République romaine, tandis que Pulo va être beaucoup plus débonnaire, va vouloir renverser toutes les vieilles institutions. Au niveau de leur mode de vie, Vorenus est strict, rigide. Pulo va aller de taverne en taverne, aller au lupanar. Donc il y a vraiment ces 2 oppositions qui permettent de montrer 2 points de vue de la société romaine, 2 parcours et 2 destins en fait. Oui, ça c'est justement très intéressant, puisqu'on va jongler entre les 2 saisons, entre à la fois César et Pompée, puis dans la saison suivante entre Marc-Antoine et Octavien. Donc il y a ces représentations des enjeux politiques très très bien représentés dans Rome, et j'allais dire plus que ça d'ailleurs, il y a aussi des jeux autour de statuts sociaux différents qui permettent d'aborder différentes questions, notamment celles, on va le voir, des vétérans par exemple. Tout à fait. Alors que
Lucius Vorenus donc, va avoir une carrière militaire importante, donc il est centurion. Lorsqu'il va être démobilisé, il va devenir préfet evocati. Donc les evocatus, ce sont en fait des soldats, des vétérans qui se réengagent dans l'armée volontairement. Parce que donc à l'époque on est sur une armée de conscription et après on va justement dans cette période on va passer à une armée de métier et donc il se réengage dans l'armée, donc il continue à gagner du rang social en devenant préfet et pas simplement centurion et ensuite il va devenir commerçant, il va devenir plus tard sénateur, magistrat puis sénateur et donc il a vraiment énormément de prestige social et il grimpe les échelons sociaux tandis que le retour à la vie civile de Poulot est bien moins intéressant pour lui, parce qu'il a du mal à quitter cette violence militaire, cette violence de la guerre. Et en fait, pendant de nombreuses saisons, de nombreux épisodes, il va passer son temps à boire et à simplement être triste de la vie qu'il avait avant, pour finalement essayer de récupérer cette violence militaire qu'il avait en rejoignant les gangs, donc les collèges de la ville, il va se charger de missions d'assassinat, ce genre de choses. Et donc lui, son retour à la vie civile est beaucoup moins intéressant. Et également, quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est cette opposition entre les deux personnalités des personnages permet également de mettre en lumière l'opposition entre les grands personnages de la Rome antique. C'est-à-dire que Vorenus, donc qui est strict, rigide, il va passer son évolution politique à être aux côtés de Marc-Antoine, qui donc a cette construction beaucoup plus débonnaire, il aime bien les femmes, la boisson, ce qui est donc le personnage de Poulot, et Poulot, lui, va être de son côté attaché au personnage d'Octave, qui a cette présentation beaucoup plus stricte, rigide, sévère, et donc il y a justement ce jeu également entre les deux personnages principaux qui sont des anonymes qui reprennent des traits de personnalité emblématiques des deux grands personnages de la fin de la République romaine pour permettre justement cette opposition constante. Et c'est vu qu'il y aura très peu de scènes entre Marc-Antoine et Octave, on a décidé de mettre des scènes entre Octave et Poulot pour avoir également cette opposition de personnalité. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on regarde cette série, c'est comment la série, à travers ces processus narratifs qui lui sont propres, va expliquer l'histoire. Marquant, c'est comment les showrunners ont décidé de montrer des événements marquants de l'histoire romaine. Alors, je pense notamment à la traversée du Rubicon, par exemple, mais aussi à l'assassinat de César. Tout à fait. Et ce qui est donc très très fort dans cette série, c'est cette transmission de l'histoire. On sait que dans une série qui va se concentrer sur Marc-Antoine, on va passer à côté de son assassinat. Mais ce que va faire la série, c'est justement en travaillant sur le temps long, ce que donc un film ne peut pas forcément faire, enfin à moins de faire un film de 10 heures, ce qui est donc la durée de la première saison, elle peut travailler ce temps long et donc en fait montrer vraiment des évolutions concrètes et redonner du sens aux événements. C'est-à-dire que par exemple, la traversée du Rubicon, on va comprendre tous ces enjeux. À la fois, donc, parce qu'on voit ce qui amène César à franchir le Rubicon, ce que ça symbolise, et juste après, le franchissement. Donc déjà, la série joue avec le spectateur, avec Marc-Antoine qui fait un clin d'œil à un pêcheur qui observe la scène. Donc le pêcheur pouvant être associé au spectateur, il lui fait un petit clin d'œil justement sur l'événement. Et donc juste après ce franchissement, qui est justement représenté d'une toute autre manière que d'habitude. Il n'y a pas de grande musique, de grandes envolées, il n'y a pas de citations mythiques, donc les dés sont jetés en franchissant, c'est simplement un tout petit ruisseau boueux que l'armée de César franchit. Et donc juste après ça, on a une discussion entre Lucius Vorenus et Titus Polo qui explique concrètement ce que veut dire cet acte. Ça veut dire que ce sont des traîtres, ça veut dire qu'ils sont en guerre contre la République, et donc on voit immédiatement l'impact de cet événement sur des anonymes et des citoyens de la République romaine. Et juste après ça, on voit justement des crieurs publics courir dans les rues de Rome en hurlant de peur que César vient de franchir le Rubicon. Donc toujours ce jeu entre l'événement en lui-même, ce qui signifie, et ensuite ce qui représente pour les gens qui vont vivre
vivre cet événement. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant quand on regarde véritablement cette série Rome, c'est les choix visuels, les couleurs en particulier. Alors, les couleurs pour chaque famille, bien sûr, mais aussi les couleurs des décors, les couleurs des murs, ce qu'on n'est pas forcément habitué à voir parce que quand on voit des monuments romains, j'allais dire des ruines, on voit des monuments qui ne sont plus colorés aujourd'hui. Donc, il y a eu une sorte de recolorisation de l'imaginaire à travers la série Rome. Tout à fait. Et donc justement, c'est toujours ces moyens de mise en scène, ces moyens de réalisation pour essayer de donner des informations historiques aux spectateurs. Donc cette opposition, enfin déjà ces couleurs, on peut penser donc à la précédente représentation de Rome, donc celle de Gladiator avec des très grandes rues, tout en marbre blanc, immaculé. Ça va pas vraiment être la vision qui va être présentée dans la série. Et donc, dans ces oppositions avec des codes visuels, la série va faire le choix, par exemple, de reprendre ceux de Spartacus, donc le film de Kubrick, avec une représentation des optimates. Donc, c'est un courant politique de la fin de la République qui va essayer de servir les aristocrates, donc qui vont être en bleu. Leurs maisons vont avoir des teintes bleutées, blanches, alors que les populares, donc cet autre courant politique, qui va lui essayer d'être plus proche du côté populaire, va être représenté en rouge, en noir, notamment donc dans les maisons. On peut donc citer Atia. Pour les optimates, on peut citer Servilia. Et donc la série utilise en fait tous ces moyens de mise en scène pour faire comprendre simplement des oppositions très fortes de cette république. Et donc ça reprend également, redonner du sens aux événements, avec par exemple l'assassinat de César, qu'on va beaucoup mieux comprendre parce qu'on va voir cette évolution et ce que vont penser les optimates de chaque nouvelle réforme de César, chaque nouvelle opposition, chaque nouvelle mesure politique. Et donc on va voir comment ils en sont menés à n'avoir plus d'autre choix que de l'assassiner. Et donc ça, c'est avec tous ces moyens de mise en scène, ces scénarios, ces personnages, ces dialogues, que la série parvient à faire tout ça et donc à simplifier des grands événements de la République, tout en faisant également quelque chose de très intéressant à suivre. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Même si on connaît la fin de l'histoire, la série parvient à garder ce suspense et à garder le spectateur au quotidien. Oui, et ça c'est vraiment très intéressant avec notamment, vous le dites, hein, avec cette division de la vie romaine en deux courants politiques qui prend corps, j'allais dire ici, avec une véritable construction du Sénat hein, pour diviser ces courants politiques. On le voit directement sous nos yeux. Tout à fait. La série utilise vraiment tous les moyens qu'elle a pour simplifier l'histoire et la rendre plus accessible. Et donc, alors que la curie, donc le Sénat romain, était plutôt de forme rectangulaire, à plat, et la série va faire le choix de représenter un amphithéâtre politique traditionnel, avec les oppositions politiques entre les différents courants, les optimates, les populares. Au centre, il va y avoir les indécis autour de Cicéron. Ça va être avec un amphithéâtre, donc avec des étages, pour justement reconstruire vraiment une sorte de forme politique traditionnelle. Et visuellement séparer les espaces pour montrer les différents courants politiques. Et la série va faire ça en fait tout au fil de ces épisodes, toujours utiliser des références très contemporaines et certaines simplifications pour essayer de faire comprendre des choses qui sont bien plus complexes, qui ne sont pas forcément connues, et finalement que le Sénat ne soit pas représenté de forme rectangulaire ou à plat, ça n'a pas grands enjeux sur le scénario et sur ce que vont ressortir les téléspectateurs. Ils vont plutôt mieux comprendre les oppositions politiques qu'il va y avoir à cette époque. Alors justement, vous parlez des références plus contemporaines. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde attentivement la série, c'est qu'on retrouve de nombreux clins d'œil à des productions, j'allais dire actuelles quasiment, sur des films de la mafia ou par exemple sur l'ouverture du Soldat Ryan. Tout à fait, et c'est justement, donc ça reprend ce que j'ai développé avant avec les codes visuels, la mise en scène et ce genre de choses. La série et les réalisateurs en fait sont très imbibés, on va dire, de toutes les productions contemporaines et utilisent tout ce qui est tout ce qu'ils ont à leur disposition pour faire comprendre l'histoire. C'est-à-dire que on va par exemple avoir donc des références à des films de mafia, donc notamment avec les communautés italo-américaines. On peut penser aux Affranchis, enfin tous les films de Scorsese ou ce genre de choses pour s'amuser
avec le spectateur à reprendre donc ces codes des films de gangsters, de gangs, sauf que là, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est plus facile de comprendre donc cette grande figure tutélaire du parrain. Là, ce sera simplement le chef du collège. Et donc, on reprend ces organisations pour comprendre. Et également, c'est historique parce que des travaux montrent que cette organisation, donc des mafias siciliennes par exemple, reprennent cette organisation des collèges romains et donc, à la fois en simplifiant pour le spectateur, ils refont une démarche historique et c'est vraiment ça qui anime toute la série. On peut également penser à des références sur Gang of New York parce que, en fait, les décors sont les mêmes. Les décors de Gang of New York sont la Cinecittà et toute la production passait devant tous les matins et ils se sont dit que ce serait pas mal de réutiliser cette sorte d'opposition pour simplifier les guerres de gangs et les guerres entre collèges à la fin de la République romaine. La récupération également de toute l'esthétique. Caméra à l'épaule, éclaboussure de sang, souffle, du soldat Ryan et de sa scène d'ouverture, qui est très impressionnante, très importante, qui a même et qui est si parlante que des vétérans, par exemple, du débarquement, ont quitté les salles lors des projections test parce que ça leur rappelait trop leur expérience de combattant. Et donc la série fort de toutes ces connaissances, réutilise justement tous ces moyens de mise en scène de l'ouverture du soldat Ryan pour essayer de représenter cette expérience combattante qu'on pouvait avoir à cette époque. Et donc là, on se bat avec des épées et avec des boucliers, on a un roulement des lignes au front, mais plutôt que d'avoir ces armées très lisses, ces armées bien rangées et ces simples oppositions qu'on a d'ordinaire dans les films, elle va essayer de se rapprocher vraiment de l'individu dans la mêlée. Est-ce que lui va vivre dans une bataille romaine? Et donc là, cette première scène, ça va simplement être une escarmouche, on va dire, pas une grande bataille rangée, parce qu'en fait, c'était plutôt le quotidien des soldats. Les grandes batailles rangées avec des dizaines de milliers d'hommes, ça n'arrive que très rarement, si ce n'est une seule fois dans la vie d'un soldat. Son quotidien, ça va plutôt être des petites escarmouches contre une centaine d'opposants, et c'est ce que la série choisit de représenter. Oui, ça ainsi que l'ordre et la discipline, avec ces coups de sifflet, cette interdiction de rompre le rang, et donc vraiment se rapprocher de l'expérience combattante individuelle de cette période. Oui, justement, ça c'est très intéressant parce que dans les choix qui ont été faits par les showrunners, on oscille en permanence entre des représentations qui peuvent être clichés et en même temps, elles tiennent compte des nouvelles approches historiographiques de l'époque sur, on va dire, l'histoire romaine. Tout à fait. Et donc, ce que je disais justement sur ces roulements au coup de sifflet, ce sont en fait les derniers travaux qui ont été publiés sur l'organisation de l'armée romaine. Et donc, justement, la série s'en inspire. Et après, c'est moi qui l'interprète comme ça peut faire débat, mais donc la série, en fait, aussi toujours avec ses représentations clichés. Donc, on peut notamment penser à cette scène de la reddition de Vercingétorix dans le premier épisode, qui est très, très graphique, avec donc ce Vercingétorix, avec son casque à cornes, son casque à ailes, pardon, ce César sur son tribunal, et donc tout cet imaginaire, et qui en fait reprend des tableaux pompiers, des tableaux français de la fin du 19e, notamment donc celui de Henri-Paul Motte, qui s'intitule Vercingétorix se rend à César, je crois, et un autre de Lionel Royer, qui est aussi autour de Vercingétorix qui se rend à César, je ne sais plus le titre exact, mais donc il y a vraiment cette reprise des codes visuels de cet événement. Et juste après, on va essayer de déconstruire un petit peu donc cette image traditionnelle, cette image en fait très cliché, cette image non historique de cet événement, en ajoutant et distillant des informations. C'est-à-dire que là, après la reddition de Vercingétorix, on va parler de la réduction en esclavage des peuples de Gaule. C'est-à-dire que la guerre des Gaules, certes, c'est la reddition de Vercingétorix, mais c'est également 1 million de morts et 1 million d'esclaves. Et juste après cette reddition cliché, on va réinstaurer justement et réinstiller ce genre de connaissances très précises, très historiques, très concrètes. Oui. On peut également penser à la déconstruction des gladiateurs. Donc c'est après Gladiateur, forcément, on a cette reproduction très très cliché de la gladiature. Et dans le deuxième épisode de Rome, on va voir simplement un entraînement de gladiateurs avec des épées en bois dans une toute petite arène en bois également, très très loin de ces grands monuments, du Colisée, des animaux exotiques, quelque chose vraiment de plus historique, de plus
à taille humaine. Certes, il y a eu des grands combats de gladiateurs, il y a des animaux exotiques, mais c'est pas la majorité des combats et c'est pas le quotidien de la fin de la République romaine. Et donc on joue toujours avec cette déconstruction des mythes ou des représentations de clichés. Et la série, en fait, a cette démarche historienne également. C'est-à-dire que pour cette première scène de combat, donc que j'évoquais pour l'ouverture de la série lors du premier épisode, ils ont fait un stage d'un mois avec des figurants où pendant un mois, donc les gens vivaient à la romaine, c'est-à-dire qu'ils se levaient tôt, ils faisaient des manœuvres, ils construisaient le camp, et cette discipline en fait militaire que les figurants ont dû subir a poussé à une immense désertion des figurants et finalement au bout de 2 semaines, l'expérience a dû être annulée. Enfin, la préparation, parce qu'à la base, c'était pas une expérience, c'était vraiment une préparation des acteurs, a dû être annulée parce que la moitié des figurants avaient quitté et avaient déserté le camp. Et sauf que, en faisant donc cette petite organisation, et ben, la série est revenue également historiquement parce que les désertions dans l'armée de César sont très nombreuses et dans les armées de la République, les désertions sont très nombreuses justement à cause de cette discipline. Et donc, en essayant de préparer leurs acteurs à être le plus proche de leur rôle, ils ont réussi à toucher précisément ce qui posait problème dans l'armée. Et le problème, c'est que les historiens ont été très peu consultés pour la série, mais donc cette expérience, moi je l'appelle vraiment une expérience, mais à la base c'est vraiment juste un stage de préparation comme on a dans énormément de films, aurait pu mener par exemple à quelque chose proche de l'archéologie expérimentale ou à des démarches vraiment historiques, profondes, construites, et donc il y a eu un travail entre les historiens et la production pour essayer de faire la meilleure série possible et les meilleures représentations historiques possibles. Alors oui, justement, hein, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure hein, en évoquant cela. On a quand même, quand on regarde la série Rome, des choix historiographiques qui sont relativement forts pour les personnages. Alors pour les 3 grands personnages, on va dire principaux hein, de cette série, en tout cas des personnages historiques, sont Marc-Antoine, vous avez dit Octavien aussi, et puis César. Tout à fait. Et donc ça, ces choix historiographiques viennent, à mon sens, de Jonathan Stump, donc qui est le consultant historique de la série, mais qui en fait a rejoint le projet une fois que tous les décors étaient construits, une fois que le scénario était en grande partie écrit, parce que les précédents historiens contactés, en fait, on leur demandait simplement de valider des choix. Et Jonathan Stump, donc lui a fait un master à Oxford, qui ensuite a fait un séjour avec une bourse de l'UNESCO dans toute la péninsule méditerranéenne, et qui ensuite est devenu chef du service documentaire de la BBC. Donc un universitaire qui est au courant de tous ces enjeux et de toutes ces questions, et qui donc est contacté par la production pour devenir le consultant historique. Et en fait, même si son influence au départ pourrait sembler assez mince, finalement, il devient coproducteur de la saison 2, et c'est celui qui va être sur le plus de commentaires audio des épisodes. Il y a 12 commentaires audio pour les 22 épisodes, et il est sur 11 des 12. Donc il est vraiment investi complètement dans la production. Et donc si après on s'intéresse un petit peu aux lectures, aux travaux historiques, notamment donc à Oxford dans les années 80-90, on peut ensuite, dans le scénario, détecter un petit peu toutes ces influences. Et donc il y a des choix historiographiques, notamment autour de Marc-Antoine. Donc Marc-Antoine, personnage emblématique, sa romance avec Cléopâtre et l'objet de différents films, de pièces de théâtre, de très nombreuses représentations. Et il est souvent représenté comme une grosse brute qui aime bien l'alcool et les femmes, alors que finalement, les travaux, ce qui s'intéresse à sa personnalité, montrent qu'il est plutôt que c'est un très bon politicien, très intelligent tactiquement, un soldat hors pair, très aimé de ses troupes, et que finalement, ces représentations clichés de bien aimer les femmes et l'alcool, c'est simplement lorsqu'il retourne à la vie civile, parce qu'en fait, c'est la vie de tous les aristocrates romains à cette époque, et que dès qu'il est en campagne, il s'habitue il n'a aucun problème à s'habituer au mode de vie militaire, et c'est plutôt ça justement qui lui convient le plus, et pas du tout cette vie romaine. Et donc il y a ces différentes oppositions, ces différentes luttes autour de l'image de Marc-Antoine qui sont présentes dans la série. Sur le personnage de César également, on a des constructions
de lui comme un tacticien hors pair, un meneur d'hommes, un politicien habile, très très fin, et également quelque chose que les réalisateurs voulaient mettre en avant, c'est cette capacité qu'il avait à retourner tous les coups du sort qu'il pouvait jouer contre lui pour en faire des aides à son projet politique. Et en fait, quand je dis que ça vient justement d'Oxford, c'est parce que on peut lire dans les livres, notamment de Ronald Syme ou de Zviavets, ces constructions de ces personnages. Sur le personnage de Pompée, par exemple, Ronald Syme explique que c'est plutôt un ancien général glorieux qui est complètement passé de mode, qui ne voit pas trop ce qui se trame à Rome et qui n'est plus du tout aussi efficace qu'il était avant. Alors qu'en fait, Pompée, ça reste un immense meneur d'hommes, très bon politicien, même à cette époque. Et donc, il y a ces choix historiographiques, pas forcément les plus à jour, mais en tout cas des choix qui ont été faits dans ce qu'on veut représenter des personnages pour essayer de se rapprocher et de s'éloigner, en fait, plutôt que de se rapprocher de quoi que ce soit, s'éloigner des représentations de clichés et les rendre plus historiques et plus crédibles. Oui, justement, hein, c'est ce qu'on voit, vous avez commencé à très bien l'évoquer tout à l'heure dans les événements. Il y a les références sont parfois hyper précises par rapport à ce qu'on sait d'après les sources, à ce qui s'est passé dans ces événements historiques. Tout à fait. Par exemple, c'est une petite anecdote de tournage. Des acteurs expliquaient que ils arrivaient, donc des nouveaux acteurs arrivaient. Jonathan Stamp organisait en fait des lectures de sources antiques pour essayer d'immerger les acteurs dans la période. Donc dans les sources antiques, on a principalement Suétone, Dion Cassius, Plutarque. Et donc si on lit attentivement en fait toutes leurs sources, et qu'on regarde ensuite la série, son scénario, on voit des petites références très très précises de l'espace d'une ligne sur ces sources et qui sont reproduites dans la série. On peut penser par exemple à la conception ce que cherche à faire Octavien avec ses lectures de textes grecs. Et donc Suétone dit qu'il cherchait à trouver des modèles pour des modèles politiques. Et dans la série, il y a un petit dialogue comme ça qui explique ça. On va avoir des choix sur la vision des personnages et on va avoir également des références très précises en arrière-plan. Par exemple, dans la fin de la saison 1, on va voir par exemple des travaux sur le Sénat. On va simplement voir un homme sur un échafaudage en train de construire quelque chose. On ne s'attarde pas dessus, mais en fait, ça montre toute cette immense œuvre urbanistique de César, la construction d'une nouvelle curie, ce genre de choses. Et donc, en arrière-plan, on a des références très très précises qui peuvent plaire justement à des passionnés ou à des historiens aguerris sur fond en fait de complot politique et de grande histoire. On voit des choses très très précises. On a également des références au détournement du Tibre, les travaux donc, du forum que j'ai déjà évoqué, une accusation de Marc-Antoine qu'il avait prononcée contre Octave en disant que Octave avait perdu sa vertu avec César, avait couché avec César pour perdre sa virginité. Et donc cette anecdote de Suétone qui n'a pas forcément... qui n'a pas forcément de fondement historique, elle est présente dans la série avec justement toute une rumeur qui se passe dès les premiers épisodes, avec César qui fait une crise d'épilepsie, Octave qui l'accompagne dans une pièce et simplement une servante qui, en entendant les bruits de César pendant sa crise d'épilepsie, imagine une relation sexuelle entre les deux hommes. Ensuite, cette rumeur qui va se propager, notamment la mère d'Octave qui va lui en parler, Atia. Et donc, en fait, tout ce petit arc narratif, cette simple allusion, ça fait étirer des sources antiques de Suétone. Et en fait, on voit ça tout au long des 2 saisons et tout au long du scénario. Et donc, ce qui montre, en tout cas, un réel travail des showrunners pour faire eux-mêmes un travail historique, donc en ayant lu, en tout cas, les sources antiques. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne maintenant sur quelque chose qui a été un petit peu, vous l'avez évoqué, nouveau. Quand on regarde la série Rome, c'est les collèges, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voyait pas dans les péplums, et votre référence tout à l'heure était tout à fait juste, avec l'idée de Gladiator par exemple, où on voit une Rome très belle, tout en marbre, des très grandes rues, alors que là on se retrouve plongé la plupart du temps dans les tabernae, dans les bas-fonds de la Rome antique, et ça c'est particulièrement intéressant je trouve. Alors qu'est-ce que c'est véritablement ces collèges? Alors justement, ces collèges, c'est un des enjeux très importants en fait de cette fin de la République romaine, parce que donc les collèges d'ordinaire, l'origine
sont en fait des sortes de structures funéraires, politiques et sacerdotales principalement. Donc ça va être le culte quotidien, ça va permettre les rites funéraires des différents membres et progressivement ça va se spécialiser par corps de métier. Donc il va y avoir le collège des boulangers, le collège par profession quoi. Et les membres de ces collèges donc vont donner à une sorte de caisse pour payer donc les frais funéraires de tout le monde. Et progressivement, vu que ces collèges en fait structurent tous les quartiers de Rome, l'organisent, les princes, donc les hommes politiques importants, vont mettre progressivement la main dessus pour se faire des groupes de fidèles, des bandes armées qui vont leur permettre de contrôler la ville. Parce qu'à cette époque, il était normalement interdit d'entrer en armes dans la ville. Et donc il fallait trouver d'autres moyens que son armée, ses légions, pour contrôler les quartiers. Et donc ça va être à travers ces bandes qui vont s'organiser en collège. Les princes vont réussir à faire ça. Ils vont commencer à mettre des centurions à la tête des collèges qui vont du coup donner cette dimension militaire à ces organisations à l'origine purement religieuse. Et on a donc on a les différents types de collèges. On a également des collèges directement religieux, donc par exemple les pontifes. Et on a et ça permet ces organisations de faire les premières armes politiques des héritiers, enfin des jeunes aristocrates. Et donc par exemple Cicéron va nommer son fils dans un collège de pontifes pour faire son éducation politique. Et dans la série, ça va être César qui va faire nommer Octave dans le collège des pontifes pour lui donner une première expérience politique. Et donc il y a à la fois ce rôle de contrôle de la ville et cette première expérience politique qui sont représentées dans la série. Et donc on essaye vraiment de se rapprocher de ce qu'était la Rome à cette époque, de ses structures organisationnelles. Et je pense également qu'il y a forcément des références au présent dans toute production culturelle. Et quand on voit, par exemple, les réseaux de solidarité qu'il peut y avoir sur les campus américains ou sur les campus britanniques, avec donc ces social clubs, il y a également possiblement une dénonciation en fait de ces groupes d'intérêt entre étudiants qui ensuite vont garder ces solidarités une fois diplômés et s'engager en politique, s'engager dans la production, dans les industries, etc. Et donc, il peut y avoir également cette dénonciation des élites actuelles et de leur cooptation à travers cette représentation des collèges qui, en fait, occupent énormément d'épisodes, notamment de la saison 2, et énormément de temps à l'écran. Oui, je trouve ça c'est très intéressant. On est ici dans une sorte d'histoire, j'allais dire, du quotidien par le bas, et ça c'est assez important pour voir l'autre face de la vie romaine, celle qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas à l'écran, ou qu'on ne voyait pas forcément dans les livres d'histoire, en tout cas pas les livres, j'allais dire, de grands spécialistes. Et là, il y a une arrivée sur le devant de la scène, y compris, vous l'avez dit, pour l'organisation de la ville elle-même, avec par exemple comment ces collèges organisent les distributions frumentaires qui étaient si importante pour les citoyens romains. Tout à fait. Alors sur cette organisation frumentaire, donc ça va être plusieurs scènes de la saison 2 avec les collègues. Donc cette distribution donc de blé, donc ça va être des distributions gratuites en fait aux citoyens les plus pauvres. Par tout un système, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Et donc, en fait, c'est une hypothèse formulée par certains historiens. Donc, par exemple, Catherine Virlouvet, donc, qui est spécialiste des questions frumentaires à Rome, explique que c'est une possibilité. De son côté, elle ne souscrit pas à cette analyse et à cette organisation, mais d'autres historiens le font. Et donc la série, je ne sais pas forcément les lectures de tous les scénaristes et des showrunners, mais en tout cas, ils s'intègrent dans une possibilité historique qui est l'importance et l'intervention des collèges dans les distributions frumentaires, et donc représente ça à l'écran. À la fois, ça a une vertu scénaristique, parce que ça permet de montrer des scènes très, très belles, très emblématiques, des conflits avec les citoyens qui n'ont pas de blé, cette violence des collèges envers les récalcitrants, mais c'est également une analyse et une possibilité historique.
Oui, hein, je vois ce que vous voulez dire là de très intéressant parce qu'il y a, par ces principes-là, une volonté de montrer autre chose. Alors justement, il y a aussi une volonté de montrer autre chose avec les rapports que l'on voit dans la série entre Orient et Occident et notamment ce choix de montrer l'Orient, un certain orientalisme qui n'est pas un orientalisme tant que ça de cliché, mais un orientalisme peut-être plus proche de ce qu'il était à l'époque. Alors oui, cette question de l'orientalisme, elle est très compliquée à aborder dans la série parce que on sent une réelle volonté de représenter l'Orient romain différemment. Comme je le disais, la saison 3 devait se concentrer sur les campagnes de Marc-Antoine contre les Parthes. Cette volonté de créer une nouvelle antenne de l'Empire, de construire, de l'agrandir. Et finalement, les déboires de la production font que la série retombe très très vite dans le cliché. Elle tente d'élaborer de nombreuses pistes, de nombreuses déconstructions de l'Orient romain, comme elle le faisait par exemple pour les Gaulois, comme elle le faisait pour la ville. Mais en fait, ça prend du temps. Il faut d'abord essayer de jouer avec le spectateur, avec ses attentes, ses représentations clichés, et ensuite développer un propos qui déconstruit progressivement cette image. Sauf que, vu qu'en normalement, il devait y avoir 12 saisons sur Marc-Antoine en Égypte et qu'on se retrouve avec 3 au maximum, et ben, il n'y a pas cette déconstruction et on se concentre uniquement sur les représentations traditionnelles, classiques. Par exemple, et c'est très marquant, la production va récupérer des décors et des costumes qui avaient été utilisés pour le Cléopâtre de Mankiewicz, qui n'est pas forcément pour déconstruire non plus ce mythe oriental. Et donc la série vraiment retombe dans ses travers avec l'Orient efféminé, les orgies, l'alcoolisme. Même dans la construction de ces personnages orientaux, ils vont être fourbes, traîtres, séducteurs, et donc en fait, on patauge dans le cliché oriental classique, alors qu'il y avait une volonté de déconstruire un petit peu ces choses-là. Pour preuve, il y avait une évocation de la campagne d'Égypte de César lors de la première saison. Et finalement, des nouveaux décors complets, c'est-à-dire être à Alexandrie, et tout ça a coûté trop cher pour la production, mais il y a quand même une évocation de ces différents conflits, plus que simplement des conflits entre César et Pompée. Et donc il y a cette volonté, en tout cas, qui finalement sombre dans le cliché par faute de moyens, par faute de temps, de production, et voilà. Oui, du coup, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu laissé de côté, ce qui est dommage parce qu'on perçoit bien hein, qu'il y a la volonté à un moment donné de faire autre chose. Et puis, comme vous dites, on retombe par manque de temps et d'argent dans des clichés. Alors, justement, peut-être plus que ce rapport Orient-Occident qui aurait pu être très intéressant parce qu'on est à une phase très importante de la rupture de la République romaine avec l'erreur qu'aurait fait Marc-Antoine, se tourner vers l'Orient, ce qu'il aurait éloigné de Rome. Justement, on peut le percevoir dans une scène. Tout à fait. Et on va évoquer la question de son testament et le fait qu'il se soit éloigné des mœurs romaines pour se concentrer sur les mœurs orientales, reprendre ce discours propagandiste Octavien pour faire de Marc-Antoine un opposant politique, et plus qu'un opposant politique, quelqu'un un non-romain qui va justifier en fait toutes ces guerres et tous ces conflits contre lui. Et la série, qui aurait voulu justement montrer comment on arrivait à cette propagande, comment on arrivait à cette image, finalement reproduit cette image sur Marc-Antoine. On a des scènes où justement Octave explique toutes ces manœuvres politiques pour donner cette image à Marc-Antoine, sauf que juste avant, on a vu Marc-Antoine avoir précisément cette image. Et donc c'est vraiment ces problèmes au niveau de l'écriture de la série pour cette fin de deuxième saison et essayer de finir la série de la meilleure façon possible. Où on sent encore en filigrane dans les scénarios, les dialogues, cette volonté qu'ils avaient de déconstruire ce mythe, mais finalement ils le reproduisent à l'écran. Donc il y a ce gros problème.
Alors, pour terminer, j'allais dire, un aspect essentiel, je trouve, dans la série, qui en fait presque parfois une série, on pourrait quasiment qualifier de sociologique, j'aimerais qu'on s'appesantisse un petit peu sur le quotidien. On a commencé à l'évoquer, hein, on ne voit pas la Rome qu'on était habitué à voir à l'écran, on voit la Rome, j'allais dire, véritable, qui est d'ailleurs à l'époque la ville la plus importante du monde, avec 1 million d'habitants, on la voit grouillante, on la voit peuplée, on voit ces choses-là, les quartiers populaires. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça justement, sur cette volonté d'être au plus près du peuple? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, à cette époque, Rome, c'est la ville la plus importante du monde, c'est 1 million d'habitants. Et sauf que généralement, dans les représentations de la ville, on parvient assez peu à saisir cette importance qu'elle a, c'est le fait qu'elle soit si densément peuplée et tous ces problèmes. Et donc, les showrunners ont décidé de s'inspirer en fait de villes très peuplées actuelles. Donc, ils citent comme inspiration Bombay ou Calcutta. Et donc, ils voulaient s'inspirer de ces villes pour construire Rome. Et donc, par exemple, ou dans les quartiers populaires, Lucius Vorenus ou Titus Pullo jouaient des épaules en fait pour essayer de se frayer un passage dans ces flux et ces marées humaines. Et donc, on sent en fait véritablement cette surpopulation de la ville, tous les problèmes que ça peut engendrer de promiscuité. Et donc, en fait, véritablement, cette série sociologique, on va s'intéresser pendant l'espace d'un épisode à Lucius Vorenus qui tient une échoppe de boucher. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans un film. C'est le média sériel qui permet en fait toute cette construction et ces nouvelles représentations, c'est-à-dire travailler sur le temps long avec des évolutions de ces personnages, des évolutions de leur situation, qui permet toutes ces nouvelles représentations et de se rapprocher du quotidien de la Rome antique. Sur la question des quartiers populaires, on va avoir ces représentations des insulae, donc ces appartements, hein, plus grossièrement on va dire romains, avec ces différents étages, les échoppes en bas, les logements au-dessus, et ce genre de choses, ce quotidien, c'est justement une des facilités de la série, parce que les séries s'intègrent dans notre quotidien, dans notre salon, et du coup, dans notre salon, on va voir le quotidien des personnages de la série, et en ça, Rome est vraiment a compris comment utiliser son médium et comment jouer avec pour approcher différemment la Rome antique. Alors justement, hein, c'est aussi l'intérêt, c'est que comme on est dans une série, vous l'avez dit, sur un temps plus long de tournage et bien sûr de retranscription à l'écran, on peut s'apesantir sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voir des insulae, c'était quelque chose d'assez rare dans les films. Alors par contre, à l'inverse, des choses que l'on voyait, ce sont les banquets. Mais là aussi, Rome, de par à la fois la richesse de ses décors, mais aussi ses choix notamment de lumière, les a tournés de façon différente et peut-être un peu plus réaliste. C'est ça. Dans ces banquets, on va avoir donc les banquets classiques aristocratiques, ces orgies, on va dire, traditionnelles. Mais on va également avoir le banquet populaire pour l'ouverture d'une échoppe. Et donc on voit, grâce à cette série, ce que représentent des grands clichés de la Rome antique, donc qui vont être vraiment ces questions religieuses, ces questions de banquet. On peut penser par des choses très 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 francophone, on va dire, avec ces représentations dans Astérix Obélix, des banquets romains également décadents et des banquets gaulois, ces questions-là. Donc on a cet imaginaire de toute façon qui nous travaille. Mais dans la série, on va essayer justement de s'éloigner simplement des banquets aristocratiques pour montrer d'autres types de banquets, et toutes les sociabilités qui se jouent autour du banquet. Vorenus va rencontrer un protecteur lors de l'ouverture de son échoppe, va rencontrer différents contacts qu'il va ensuite utiliser pour retrouver du travail après, ou pour avoir des facilités au niveau du contrôle de l'Aventin. Et donc il y a ces questions-là qui sont présentes dans la série. C'est vraiment ce quotidien, cet aspect populaire, cet aspect sociologique des classes populaires qui est vraiment novateur dans la série et qui n'avait pas de représentation préalable. Représenter les quartiers de l'Aventin et
les endroits où on lave le linge, on va pas le faire dans un film. Dans la série, on peut se permettre ça et on va avoir un discours ensuite de Vorenius pour son élection en tant que magistrat de l'Aventin. Et justement, cette organisation sociale, ces différentes élections, ce contrôle des élections, ces achats de vote, ce quotidien de la ville, on arrive à le percevoir grâce à la série. Alors justement, il y a autre chose aussi qu'on peut percevoir dans la série, hein, c'est le quotidien de la religion, c'est-à-dire loin de la religion, on va dire, des élites, dans les temples, on voit la religion du quotidien, avec notamment hein, l'influence très importante des dieux de la maison, des dieux de la famille, des Lars, des Mânes. La série permet de voir véritablement un autre aspect de la vie romaine. C'est ça, on voit cette religion civile, cette importance des divinités de carrefour, et même on aurait pu penser justement, vu le nombre de scènes avec cette divinité des carrefours, cette utilisation politique qu'en fait Auguste, qui va ensuite les transformer en un culte autour de sa personne. Et donc on sent également dans ses premières réalisations, très sociologiques, très historiques, ce qu'aurait pu mener la série, et montrer des choses que pratiquement seuls les historiens ou les étudiants en histoire connaissent et apprennent. Des choses qui sont rarement dans le discours et dans les représentations de cette période. Et la série fait le choix de les représenter, de travailler dessus, d'expliquer. Et elle a vraiment aussi cette version un peu pédagogique. Par exemple, dans les coffrets DVD, on peut activer une option qui s'appelle, je crois, Tous les chemins mènent à Rome, et qui en fait permet au fur et à mesure des scènes dans les épisodes d'avoir un petit encart explicatif sur tel événement ou telle chose symbolise pour la société romaine. Et donc il y a également de la part des producteurs une sorte de volonté pédagogique entre gros guillemets, parce que la pédagogie dans une série télévisée, c'est pas du tout la pédagogie universitaire ou la pédagogie de l'école, mais il y a en tout cas cette volonté de transmettre du savoir et d'apprendre des choses malgré un scénario très largement fictionnel. On peut voir ça également sur les constructions sociales et les oppositions entre les genres. On peut voir ça sur le cosmopolitisme de la ville, où on va voir par exemple la communauté juive. On va voir pas mal de scènes dans la saison 2 sur cette communauté juive qui normalement aurait dû mener un grand arc narratif un peu après justement sur cette question juive à Rome. On voit ce cosmopolitisme, on voit cette question des esclaves. Et toutes ces choses s'imbriquent dans la série sans surcharger forcément le scénario, parce ils sont rapidement évoqués, doucement, et ils auraient normalement dû avoir un développement dédié progressivement et dans des saisons ultérieures à la série. Et donc ça, on peut le ressentir vraiment dans les 2 premières saisons. Alors, et les 2 seules saisons d'ailleurs. Pour terminer, Victor, une chose dont on a un peu parlé et pourtant qui est quand même importante, on va terminer dessus, ça serait d'évoquer un petit peu le genre à travers la série Rome et donc les rapports hommes-femmes, puisque vous l'avez évoqué un petit peu, il y a quand même une femme qui est très importante dans la série, c'est la mère d'Octavien, Atia, et puis donc quels sont les rapports entre hommes et femmes? On n'est pas tellement que ça dans une société patriarcale. On l'est, mais on voit que les femmes jouent un rôle quand même assez important. C'est ça, et c'est profondément... Alors certes, il y a énormément de représentations clichés sur les femmes. Funérailles publiques pour elle, pour l'honorer. On sait que c'était une femme plutôt pieuse, mais au-delà de ça, on n'a pas énormément d'informations. Et la série fait le choix, en fait, de reprendre ce personnage cliché de la femme manipulatrice qui va user de ses charmes, de ses manipulations sexuelles pour arriver à ses fins. Face à elle, on a le personnage de Servilia, donc l'amante de César. Et au-delà de leur représentation cliché, ce que ces 2 personnages permettent d'évoquer, c'est vraiment l'importance politique des femmes. À titre d'exemple, Servilia va plus ou moins construire le complot qui va mener à l'assassinat de César. Et historiquement, il y a une seule femme qui était normalement au courant du complot, c'était Porcée, donc la femme de Brutus. Et Servilia va synthétiser les 2 personnages à la fois.
il y a deux personnages féminins forts dans la série, donc Servilia et Atia. On peut également parler un petit peu de Livy dans la saison 2, mais qui est quand même uniquement tournée autour de la sexualité. Et malgré ces représentations très clichés et hautement quand même problématiques au niveau des représentations et des questions de genre, c'est-à-dire uniquement représenter des femmes lascives et qui jouent de leurs attributs sexuels, ce que la série permet d'évoquer, c'est leur importance politique à la fin de la période romaine, quand elles sont chefs de famille. C'est leur importance politique. Elles construisent des alliances, elles construisent des rapprochements politiques. Par exemple, la grande discussion qu'il va y avoir entre Marc-Antoine et Brutus après l'assassinat de César va avoir lieu dans la maison de Servilia. Elle va plus ou moins tenter de contrôler cette entrevue, ce qui va lui être refusé, mais précédemment on avait Atia qui organisait l'entrevue entre Marc-Antoine et Caton. Il y a vraiment cette importance dans énormément de scènes de la série de ces femmes, et le fait qu'elles soient si peu nombreuses, la série va en fait au sein de chaque femme, donner à la fois ce pouvoir politique, mais également ces représentations clichés, donc de la sexualité. Et la série souffre en fait de son manque, de son peu de personnages féminins en nombre, et va leur donner énormément de scènes, énormément de choses relatives au scénario, qui parfois sont un petit peu en contradiction avec leur personnalité ou avec ce qu'on voit d'elles précédemment. Mais on essaye de se rapprocher, en tout cas, de l'importance des femmes à cette période. Bien, Victor, je crois qu'on a fait un tour, alors qui n'est certes pas exhaustif, parce qu'on pourrait parler, je crois, encore très longtemps autour de cette série Rome, tant il y a de choses à dire sur elle. Je vous remercie en tout cas pour cet éclairage sur cette série qui a été, dans les années 2000, une série événement, et puis j'espère vous retrouver bientôt à notre micro d'Histoire en série. Voilà, à bientôt, Victor. Merci beaucoup pour votre invitation. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.